Ce qu'on appelle ici du faïard. J'aimais beaucoup travailler avec la veine du bois. Ça évitait de peindre, on passait un vernis ou de l'huile et enfin, disons que ça avait son originalité, quoi. Mais moi, je recherchais pas ça. Mais j'avais donc l'occasion de trouver, de chercher et de trouver de beaux bois veinés, du beau noyer. Mais j'ai trouvé du beau faïard. J'ai trouvé du beau bois de buisson. Ah, vous savez, on fait de belles choses dans du bois de buisson. Dans du buis, par exemple, vous pouvez faire dans du hou. Vous savez que dans du hou, si on a la chance de tomber sur du hou qui a été coupé très tôt et qu'on a fait forcir par le bas, mais vous savez, il faut des siècles pour ça. Mais ça arrive. Il y a en Suisse des bois de houx. Eh bien, dans du hou, monsieur II, vous faites des objets. Quels objets vous faites? Ah, ben, toutes sortes d'objets. Ben, vous faites comme on fait dans la région. Ici, il y avait beaucoup de tourneurs sur bois, alors on fait des écuelles, des assiettes, des gobelets. C'est un petit peu banal. Non, moi, je faisais pas ça. Moi, j'ai un peu tourné, là, j'ai mon tour, là, voyez-vous. Mais non, je prenais dans une belle bille une forme. J'aimais que ça m'aide un petit peu au départ. Je la faisais pas à la scie alors, hein, et je la faisais pas à la râpe non plus. Là, vous vous souvenez, là, il y a quelque temps, vous m'avez vu quand j'ai commencé à dégrossir le pied, là, je l'ai fait à la râpe. Je l'ai même fait un peu au rabot pour commencer, avec un gros rabot. Et au tout départ, j'ai un peu travaillé à la machette, hein, mais enfin, non, quand j'avais comme ça vraiment une belle pièce, puis c'est pas ici que je la travaillais, j'ai un autre atelier chez moi là-haut. Mais bon, on le sait un peu au village, mais je ne fais jamais monter quelqu'un là-haut. Ah oui. Et là-haut, vous faites, ben là-haut, je fais ce qui ne m'a pas été commandé. Alors, vous faites des pieds de table? Non, non. Là-haut, je fais des objets. Je vous ai bien dit, je fais des objets. Tout ce qui est, comment vous appelez ça? Le mobilier. Hein, bon. Eh bien, tout ce qui est le mobilier, c'est ici que je le fais. Mais pour ce qui est de mes objets à moi, je les fais là-haut. Là-haut, j'ai mes outils. Ici, je dégrossis un petit peu, puis hop, je les monte là-haut. Là-haut, je fais pas beaucoup de saleté. Là-haut, je travaille fin. Vous avez envie de voir? Mais pourquoi vous me le montrez? Parce que vous partez. Ah, si j'étais pas parti, je ne les aurais jamais vus. Oh, vous ne les auriez jamais vus, monsieur II. Et vous n'avez pas envie de montrer ce que vous faites? Non. Vous avez une raison pour ça? Ouais. On pourrait la savoir. Avant de la savoir, il faut voir les objets que je fais. Et moi, je suis d'accord. On monte? On monte. On a quitté son petit atelier, on est repassé par une pièce, il y avait un escalier, on est monté. Pendant qu'on montait l'escalier, il me disait, oui, les barreaux, tous, un à un, c'est moi. Visser à l'envers, visser à l'endroit, visser à l'envers, visser à l'endroit. Mais c'était utile de faire un pas de vis à l'envers, un pas de vis à l'endroit dans une montée d'escalier pour tenir une rampe? Non, c'était pas utile, j'avais envie de le faire. Oui, il y en a combien? Il y en a 17. Hein? Et des marches, combien? Pareil, autant de barreaux, autant de marches. Hein? Et le départ en bas, c'est sans pas de vis. Alors c'est parce qu'un départ en bas, il ne peut pas avoir de pas de vis. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas chez vous ou ailleurs. Non, chez moi. Hein? Nous sommes arrivés au palier. D'un côté, il y avait une pièce qui était éclairée. On voyait la lumière à travers la vitre. C'était la cuisine. Là se trouvait sa femme. Il a toqué à la pièce en disant « Faut pas nous déranger, je suis avec monsieur II, je vais chez moi ». Elle n'a pas répondu. On a continué dans un couloir, on est arrivé à une pièce. Il a poussé la porte, éclairé la lumière, et on est rentré. J'avais passé 15 ans dans un village où une pièce était entièrement occupée par, alors, moi je n'aurais pas dit des objets, par de la sculpture, par des formes sculptées par Émile Vucher. Je ne savais pas par où commencer, où tourner la tête, à droite ou à gauche, aller droit devant moi ou...
Et je me suis adressé à lui et je lui ai demandé, écoutez, Émile, faites-moi faire la visite. Parlez-moi. Tout à fait naturellement, il m'a pris la main et il m'a dit, voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus ancien. J'avais 20 ans. Je suis parti à l'armée et c'est à l'armée que je l'ai faite. Elle est toute petite. C'est une Sainte Geneviève. Vous aviez un modèle pour faire ça? Non, pas du tout. La sainte était tout à fait disproportionnée. La tête était grosse comme mon pouce, le corps était grand comme une bouteille. Le buste était immense, les jambes avaient l'air toutes petites en dessous d'une jupe. Il l'a retournée, et le fait est qu'il avait gratté dessous pour créer le fuseau des jambes jusqu'à la naissance des fesses. Il l'a remise à sa place. Juste à côté se trouvait un animal. C'est un quoi, ça? Ça, c'est un sanglier. Ah, il est ramassé sur lui-même. Il a été fait en quoi? Il a été fait justement, lui, en bois de houx. Faites voir, c'est très lourd, je m'en doute. Ah, on dirait presque du métal ou bien de la terre. Vous avez vu des sangliers ou vous l'avez saisi comme ça dans votre imagination? Ça vous vient comment, ça? Ça me vient la nuit. Vous ne dormez pas? Si, je dors, mais je fais des rêves. Et vous rêvez vos objets comme ça? Vous rêvez Sainte-Geneviève ou vous rêvez le sanglier? Et tout ce qui est ici, c'est ça? Tout ce qui est ici, c'est ça. Et vous essayez de diriger mon rêve? Oui, oui. Quelquefois, j'ai fait un rêve, je me suis réveillé, c'est incomplet. Je me réendors, je retrouve mon rêve et je le complète. Vous savez que c'est fort ce que vous faites? Je ne sais pas si c'est fort, mais je ne peux pas ne faire qu'un morceau de rêve parce que je n'aurai qu'un morceau de ce qu'il faudrait que je fasse. Puis je rêve tous les jours, mais je ne fais pas un objet tous les jours. Alors j'ai un cahier dans lequel je mets tous les matins ce que j'ai rêvé. Vous mettez ce que vous avez rêvé ou vous dessinez ce que vous avez rêvé? Non, j'écris ce que j'ai rêvé et puis après je relis ce que j'ai écrit et je dessine, je fais, on appelle ça un petit croquis. On appelle ça un petit croquis. Voir votre cahier, ça vous gênerait. Ah, ça, je ne veux pas le montrer. Ah, c'est dommage pour moi. Ah oui, mais ça, je ne le montrerai jamais. Pourquoi vous avez... Ah, parce que c'est secret. Oui, moi aussi, j'ai des secrets, ça, je vous comprends. On continue la visite. Oui, alors, juste à côté, là, ça, c'est un groupe. Et ce sont des... C'est un mariage. Ah, oui. Où elle a marié? Elle est là, au milieu. Ah, mais elle n'a pas l'air... Enfin, c'est difficile à dire, mais elle a l'air moins jeune que les autres qui l'entourent. C'est une femme qui s'est mariée sur le tard. C'est un rêve aussi. Oui, oui. Et vous avez connu une femme s'étant mariée sur le tard? Pas du tout. Pour vous, ça veut dire quelque chose? Ça a une signification? Oh, vous savez, je l'ai eu, la signification. Enfin, Oui, oui, oui. Dans mon cahier, je l'ai mis. Ah bon, bah alors vous pourriez regarder dans votre cahier et puis me donner la réponse. Oh, je peux vous dire, pour moi, c'est une tante qu'il y avait à la maison. J'étais petit. Enfin, je vous dis ça... Je vous dis vraiment ça parce que vous partez lundi. Cette tante-là, elle a tourné toute sa vie autour de mon père. Ah oui. Mais il y avait sa sœur. Oui. Et quand ma mère est morte, moi j'étais grand, j'étais sûr que mon père et ma tante, sa belle-sœur, quoi, ils se marieraient. Moi, ils n'avaient peut-être pas besoin de se marier. Ah si, chez nous on ne pourrait pas faire autrement. Oui, mais dites, on n'a pas besoin du mariage pour... Ah non, ça j'étais certain que jamais mon père aurait trompé ma mère. Mais il l'avait bien trompé, puisque vous l'aviez vu, ça voulait dire que ça se sentait, ça. Non, c'est moi qui le croyais, mais j'avais raison. Bon, alors votre père s'est trouvé veuf. Oui, c'est ça.
Et puis il s'est retourné vers sa belle-sœur et puis il lui a dit on se marie. Eh ben non, c'est justement, c'est pas comme ça que c'est arrivé. Et moi j'étais sûr que c'est comme ça que ça arriverait. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu une tentative, hein. Mais je ne sais pas, ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je me le suis longtemps demandé. Puis après, j'ai eu la réponse, si on peut dire que j'ai eu la réponse. Mon père est tombé malade. Elle l'a soigné, elle a été dévouée pour lui, mais alors elle l'a soigné jusqu'au bout. Et puis vous savez, il était pas commode, et puis ce qu'il avait, c'était pas non plus facile à supporter. Et on l'entendait, mais crier du bout du village, et moi, quand j'étais à l'école, vous savez, je l'ai entendu crier. Et dans l'école, je disais, il crie, je l'entends. Et je demandais à mon voisin, on était plusieurs sur les bancs, vous savez. Plusieurs, j'étais à l'école là, hein. On était plusieurs sur les bancs. C'était pas des bancs de 2 comme ils ont fait après. On était 6 ou 8 même. J'ai demandé à mon voisin. Je lui ai dit, il s'appelait Popol. Je lui ai dit, tu entends? C'est papa. Et lui m'a dit, non, t'es fou, j'entends rien. Je te dis que c'est papa qui crie, je te dis que ça crie pas. Alors je m'étais mis en tête que c'était moi qui avais ramené le cri de papa dans mes oreilles. Puis un jour il m'a dit, j'ai entendu ton père, il a crié tout à l'heure. Bon, enfin mon père il est mort. Ma tante, elle le sortait du lit, elle le mettait dans un fauteuil près de la cuisinière, elle le recouchait le soir, elle le lavait. Elle était gentille avec lui, très gentille avec lui. J'étais content qu'il ne se soit pas marié. À peine mon père était mort, qu'elle s'est mariée. Avec qui? Elle s'est mariée avec un tout jeune. Il est là, c'est lui là. Il n'avait pas 25 ans. Et puis quel âge elle avait, votre tante? Elle avait 60 ans. C'est une histoire de fou, ça. Non, non, non. Et puis il y avait pas, c'était pas une question d'héritage ni rien. Lui, il n'avait pas besoin de se marier avec une femme qui a... Non. Mais alors d'où il sortait? Ben, il sortait que c'était un bâtard. Hein? C'était un bâtard. Mais il avait du bien. Il avait du bien. On lui avait laissé du bien. Et ma tante était amie avec sa mère. Et c'est vrai que je savais, sa mère, elle était de temps en temps malade. Et puis lui aussi était malade. Je crois que c'était un petit peu de la caisse. Hein. Lui, il toussait et tout. Il est mort, oh là là, il y a longtemps. Ils n'ont pas vécu longtemps ensemble. Mais c'était bien, hein. C'était bien, c'est... Mais alors c'est cela que vous avez fait. Donc c'est quelque chose de la réalité que vous avez rêvé ou vous avez revu dans un rêve et qu'ensuite... Non, ça s'est pas passé comme ça. Pour eux, là, moi je l'appelle la noce, hein. C'était... attendez, que je vous dise bien comment ça s'est passé. C'est ça. Alors il y a eu le mariage. Il paraît que ça a franchement bien marché, hein. Franchement bien marché. Tout le monde était étonné. Ils ne sont pas restés au village. Ils sont partis. Et puis, quelques mois après, elle est tombée malade. Et c'était elle qui l'avait contaminée. Et elle est morte. Mais moi, je ne peux pas vous dire, hein, avec précision. Ils sont restés mariés 1 an. Peut-être 2 ans. Elle était devenue jeune, monsieur II. C'est lui qui avait l'air d'avoir 50 ans et puis elle qu'en avait 30. Vous savez, on dit des fois avec les femmes, hein, il y a un nouveau printemps. Hein. Elle a eu un nouveau printemps. Je m'étais complètement trompé. Je crois que mon père, il avait envie de sa belle-sœur, mais que ma tante, elle n'avait pas envie de mon père. Et que ma tante, elle avait gardé cette jeunesse en elle, parce qu'elle était très, très jeune, vous savez. Elle avait à peu près l'âge de ma mère, mais elle faisait beaucoup plus jeune que ma mère. Elle avait gardé cette gaieté, elle se coiffait, elle avait toujours des mèches qui tombaient autour de sa tête, comme ça, de son visage. Elle était jolie, elle avait les yeux bleus. J'aimais bien regarder ses genoux. Elle avait des gros genoux ronds. Elle avait beaucoup ça. Et ben, là, si vous regardez bien, on voit un peu le genou qui pousse, là, la robe, là, en bas.
Bah ça, c'est un gros genou. C'est un gros. Je vous la montrerai parce que je l'ai fait elle, toute seule, en pied, comme on dit. Hein. Bon, avec des jupes un peu longues, parce qu'on portait des jupes un peu longues. Hein. Alors voilà, et puis lui, il est mort. Elle est morte. Et puis lui, il n'a pas fait 2-3 mois. Lui, il est vraiment parti, il est parti et de la poitrine et de chagrin, vous savez. Et je crois que lui, il avait commencé à aimer, c'était l'ami de sa mère, il avait commencé à aimer l'ami de sa mère quand il est tombé malade et que c'est ma tante qui est allée le soigner. Et il a été très très malade parce qu'on avait même dit à un moment donné, oh il fera pas la semaine, oh il fera pas le milieu de la semaine, oh ça va de pire en pire et tout. Et c'est elle qui l'a sorti d'affaire. Et là, là, il y a eu quelque chose. Enfin, bon, ça a fait le mariage. Mais venez, on va aller la voir. C'était ma tante Lucie, elle s'appelait Lucie. Venez la voir, là. Là, regardez, là, elle est toute en pied. Hein. Là, elle est belle. Moi, je trouve que c'est tout à fait son visage, vous savez. Elle avait les cheveux relevés, comme ça, avec cette... alors là, moi, j'ai pas pu la faire, mais là, normalement, il y aurait eu une mèche qui serait venue un peu sur le front, puis qui souvent lui barrait un peu cet œil-là à droite, voyez-vous. Alors, avec sa tête, hop, elle essayait de la relever, mais ça devait lui plaire en même temps, et la mèche, elle retombait comme ça. Alors, bon, j'ai pas pu faire la mèche, mais hein, vous imaginez, hein. Et puis, voilà, ça, c'était comme ça, son menton et tout. Mais oui, mais monsieur Vuchère, vous faites quand même des têtes très petites par rapport au corps. Ouh, je fais des têtes petites par rapport au corps, ça, c'est pas prouvé, mais enfin, oui, c'est pas prouvé, il y a des gens qui ont des têtes petites, mais ils ont tous des têtes petites. Oui, mais regardez ce que je vous disais. Elle avait aussi, on peut en parler, elle est morte, mais hein, avec votre respect, elle avait une belle poitrine. Oui, elle avait une belle poitrine, et puis elle était un peu forte. Alors, bah, je l'ai fait un peu forte. Elle avait une taille un peu forte. Et puis alors, regardez-moi ce derrière tourné. Regardez comme elle était derrière. Hein? C'était une belle femme. Hein. Ça, c'était une très belle femme. Et puis alors, regardez les genoux. Regardez. Alors là, c'est comme si elle avait le genou, enfin la jambe un petit peu en avant et le pied légèrement relevé. Alors ça dégage le genou. À ce moment-là, il reçoit le pli de la robe. Bah, regardez le genou que je lui ai fait. Alors là, oui, là, vous pourriez dire, tout à l'heure, vous me disiez, vous faites tous des têtes petites. Bon, je ne suis pas sûr. Hein. Je vous ai dit, ça reste à prouver. Mais alors là, le genou, ça c'est sûr. J'ai fait un genou un peu gros. Mais qu'est-ce que vous voulez, elle avait des gros genoux. Alors, je regardais et je finissais par ne pas trouver le genou tellement gros. Et la tête pas aussi petite que je l'avais trouvée auparavant. Mais je dis, mais monsieur Vuchère, alors on continue la visite. Alors on a passé comme ça en revue tout un tas de personnes et de personnages dont il parlait. Il était tard, sa femme ne nous avait pas dérangés. Nous allions nous séparer. Je lui ai dit que il était peut-être temps que je redescende et puis que je revienne à la maison. La soupe devait et l'attendre lui et m'attendre moi. Il m'a dit, je vais vous montrer quelque chose, mais ça je l'ai montré à personne. Ma femme connaît tout ça. Elle vient ici, c'est elle qui entretient, elle passe de la cire dessus tout le temps. Hein. Mais tous les meubles ici, c'est moi, c'est pareil. Les portes des placards, c'est pareil. Je vais vous ouvrir le placard, regardez, c'est encore plein. Ça, c'est des familles et des familles que j'ai faites. Hein. Mais c'est trop tard, on peut pas ce soir regarder tout ça. Demain, vous finissez vos paquets, puis vous partez. Vous en avez déjà vu pas mal, hein, pas mal. Alors, mais il y a une chose que je veux vous montrer. Vous allez voir, c'est un peu spécial, on est entre hommes. Hein. Regardez, dans ce tiroir-là de la table de nuit. Hein. Ma femme, elle ne le sait pas parce qu'elle ne peut pas ouvrir le tiroir. Il y a un petit clapet qui est là, qui empêche de tirer sur le tiroir. Et je lui ai dit, c'est quand je serai mort, si tu vis encore derrière moi, tu auras le droit d'ouvrir, de forcer le tiroir. Mais fais attention parce que tu vas le casser si tu le forces de trop. Ben, dans le tiroir, tenez, appuyez là, vous sentez le bouton là. Alors enfoncez-le et puis tournez un petit peu votre main. Tac, ça y est, vous avez entendu? Allez. Et bien maintenant, on tire le tiroir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. C'est aussi un objet qu'il y a dedans. Non mais vous reconnaissez pas la forme de l'objet? Ah oui, oui. Ah oui, on dirait une crosse de revolver. Mais le canon, c'est pas un canon de revolver. Qu'est-ce que vous avez foutu là-dessus? Sortez-le. Il a sorti l'objet qui était un revolver. Il l'a mis dans sa main, il m'a dit, vous voyez, il y a une gâchette, on met le doigt dedans, et puis on fait comme si on tirait.
Et alors sur le canon, ce qui me gênait et ce qui faisait qu'on ne reconnaissait pas très bien le canon, il y avait deux formes. Ces deux formes-là étaient un homme et une femme. Et chaque fois qu'on a tiré sur la gâchette, l'homme bougeait sur le ventre de la femme. Il me dit, regardez bien dedans, vous verrez, il y a son zizi qui rentre dans celui de la femme. Regardez, tac, 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 tac. Il a replacé son revolver dans le tiroir. Il m'a dit, ça, vous le gardez pour vous, hein. Je repousse, rappuyez sur le taquet, tournez dans l'autre sens. Vous avez entendu? Le tiroir est bloqué. Bon, eh bien, je suis content. Je suis content, je vous les ai montrés. Je les ai montrés à personne. Ma femme me dira rien. Une fois, je lui ai dit, j'aimerais bien le montrer. C'est un autre, un bon vieux copain qui est mort maintenant. Puis elle m'a dit, ne le fais jamais. Tu ne sais pas comment les gens vont dire après. Tu vas être ridiculisé. Elle pensait pas au revolver, elle l'a jamais vu. Oh, si elle voyait le revolver, oh là là. D'abord, elle le brûlerait, puis qu'est-ce que je me ferais passer? Mais non, on n'a jamais plus l'idée ni l'envie de montrer tout ça à des étrangers. À quoi ça servirait? À rien. Monsieur II, je vous souhaite un bon départ, un bon voyage, une bonne installation ailleurs. Il y a eu beaucoup de menuiserie à faire là-bas. Ah, beaucoup, il y a eu toutes les portes et toutes les fenêtres. Il y a eu des planchers à faire. Il n'y a eu aucun plancher parce que c'est un rez-de-chaussée, c'est tout fait en carreaux, en tomate. Ah oui, ah bah c'est très froid, il faut faire attention, il n'y a rien de tel pour les rhumatismes. Oui, mais enfin, c'est une région qui est moins froide. Oh, il n'y a pas de région moins froide ou pas froide. Les tomates, les carreaux et les grès surtout, ça tient le froid aux pieds. Je vous le dis comme ça. Et surtout pour les femmes, attention, ça fait gonfler les pieds. Moi, je vous aurais conseillé, vous m'auriez demandé de faire un bon paquet. Un parquet de chêne, chêne du deuxième ou du troisième choix, mais du chêne. Il y a un petit peu d'air qui passe en dessous. Il y a un vide sanitaire en dessous? Oui, je crois. Ah, je crois. Il faudrait être sûr. Il y a une cave? Non. Ouh là là, vous allez vous geler les pieds. Non, non, je ne crois pas. Et je vous dis, c'est vraiment pas une région froide. Installez-vous bien. Soyez bien là-bas. Revenez nous voir. Je ne sais pas si quand vous reviendrez, je serai encore là. Je suis pas jeune. Quel âge vous me donnez? Je sais pas, 70. Bah vous vous trompez, il faut mettre 10 de plus. 80. Non, vous les faites pas. Oui, oui, je les fais pas, mais je les porte bien. Ma veste, c'est comme je suis. J'ai quitté Émile et je décidais de m'arrêter chez Jean-Marie. J'ai toqué à la porte. J'ai entendu répondre derrière, oui, rentrez. J'ai tourné le bouton, je suis rentré. C'était la première fois que j'entrais chez Jean-Marie. Chaque fois que je l'ai vu devant sa maison, il a oublié de m'inviter à rentrer, ou bien il ne voulait pas. C'était la femme de Jean-Marie, une femme encore souple, accueillante. Sa chevelure était blanche. Elle devait avoir 70 ans. Jean-Marie un peu plus. Monsieur II. Oui, Madame Dupont, je fais un peu mes adieux au village et venant de voir Émile Vuchère, votre voisin, je me suis dit que je devais vous serrer la main surtout à votre mari. Est-ce que je peux, une seconde, le voir? Il est encore dans les étables? Non, monsieur. Il est légèrement fatigué ce soir. Eh bien, je ne vais pas le déranger, vous lui transmettrez. Non, non, je vais lui dire que vous êtes là. Je crois qu'il vous serrera la main très volontiers. Je vous demande un instant. La femme de Jean-Marie a quitté la cuisine. Je me suis aperçu à ce moment-là que dans la cuisine, il y avait la fille de Jean-Marie, la sœur de celle qui s'était mariée, dont nous avions suivi le mariage avec Cécile depuis les fenêtres de l'atelier. Elle était là, plongée dans un magazine, près de la cuisinière. Le village vivait près des cuisinières, mais quand j'étais enfant, je crois que toutes les familles vivaient aussi près des cuisinières. Même l'été, lorsqu'il faisait très chaud, les femmes se tenaient près des cuisinières, à surveiller quelquefois ceux qui cuisaient, mais à surveiller aussi pour que le feu ne s'éteigne pas. J'ai entendu une porte se refermer. J'ai cru que c'était la femme de Jean-Marie qui revenait. Non, c'était peut-être la femme de Jean-Marie qui fermait la porte derrière elle.
la porte de la chambre. J'ai commencé à respirer plus profondément, à signaler ma présence à la fille de Jean-Marie. Elle n'était pas... Non. On disait seulement d'elle, aussi bien Marius que Marcel, elle est gna-gna. Gna-gna ne voulait pas dire qu'elle était gnangnan, c'est-à-dire lente. Elle était gna-gna. C'était pas tout à fait, mais pas encore de trop. Elle était à l'affût de tous les magazines que les gens pouvaient laisser dehors, laisser dans les champs. Les femmes partaient quelquefois avec leur tricot, mais elles partaient aussi avec un bout de papier qu'elles lisaient, puis qu'elles abandonnaient. Et Gna-Gna ramassait tous les papiers, dans les champs, dans les buissons. Elle les lisait. Elle avait même, à un moment, quand Camille, le fils de Marcel, avait assuré la coulée en l'absence du fromager, elle demandait à Camille, qui se chargeait de la coulée, du pesage et du transport des bidons jusqu'à une fromagerie qui était peut-être à Hauteville ou à Corcelles ou plus loin. Et j'avais assisté à ça. Gna-Gna était venue, elle avait versé son lait, et elle avait dit à Camille, demain matin, quand tu reviens, tu pourrais pas me ramener, et puis avait suivi le titre d'un magazine sans doute, et il l'avait ramené. Je lui avais demandé. Il m'avait dit si on la laissait faire, elle perdrait tout ce qu'elle gagne avec son lait, rien que dans des magazines. Ce soir-là, on ne pouvait pas rester tous les deux, moi près de la cuisinière et elle contre la cuisinière. Je lui ai dit, mademoiselle, votre père est vraiment souffrant. Je crois que le mieux, c'est que je m'en aille. Ce n'est pas la peine que votre mère continue, soit à vouloir le décider, soit... Ce serait certainement mieux. Oh non, mon père, il était fatigué. Il était pas souffrant, mon père. Mais vous voulez lui dire quoi? Non, je voulais lui dire au revoir, le saluer. Vous savez sans doute que nous quittons le village. Ah non. Ah, vous ne le saviez pas. Ah non. Ah. Eh bien, je vous l'apprends, nous allons quitter le village. Ah bon? Ça faisait 15 ans que nous étions là. Ah bon? Vous lisez une histoire qui est très intéressante, sans doute. Non. Non, je passe le temps. Oui, mais enfin, vous lisez des histoires qui vous intéressent quand même. Puis, dans ces journaux-là, il y a toujours quelque chose à suivre. Alors, on y pense entre le numéro précédent et celui qu'on va recevoir. On imagine... Oh non, vous n'imaginez pas comment l'histoire va se... Non, mais vous repensez peut-être à l'histoire que vous avez lue. Oh non. Écoutez, mademoiselle, je vais m'en aller. Vous m'excuserez auprès de votre maman, c'est pas du tout que je sois impatient, mais je ne trouve pas nécessaire d'attendre là. Et puis à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Et la femme de Jean-Marie est passée en soutenant Jean-Marie. Et je n'avais jamais vu Jean-Marie sans ses vêtements de travail. Il était soit en bleu, soit en velours. Mais là, il était en bas avec un pantalon, des charentaises toutes déchirées, et puis sur la poitrine, comme un pull-over, ou quelque chose qui avait été un pull-over, mais il n'avait pas passé les manches. C'était comme un châle qu'on lui avait mis sur les épaules, et la femme avait fait un nœud avec les manches devant, ce qui fait qu'il avait ça sous le menton, et ça l'obligeait à le tenir un petit peu en avant. Il n'avait pas son béret. Et je savais qu'il n'avait plus beaucoup de cheveux, mais là, je découvrais qu'il était entièrement chauve et que ce n'était pas la tête de... Nous l'appelions Jérôme Beauche.
Il avait vraiment la tête d'un des personnages de Jérôme Bosch, dans celui qui anime un jeu devant les autres qui se penchent, qui veulent regarder de plus près, et pendant que l'un des compères essaie de retirer la bourse qui pend à la ceinture d'une des personnes qui regardent. Monsieur De, oui, bonsoir, je m'excuse, je vous dérange, ce n'est pas dans mon habitude, mais vous savez que je pars. Oui, eh bien je pars lundi. Ah bon sang. Alors je ne voulais pas partir sans vous serrer la main. Vous avez bien fait. Donne une chaise à monsieur. Voilà, moi je vais me mettre là. Vous allez prendre quelque chose? Rien. Oh, mais vous n'allez pas partir sans... Non, non, j'ai vu tout à l'heure Émile Vucher. Nous n'avons rien pris. J'ai vu Marcel Dupont. Si j'avais fait une tournée en prenant un petit verre ici et là, je ne pourrais plus rentrer chez moi ce soir. Non, non, j'avais besoin de vous serrer la main, de vous dire que je ne partais pas du village sans un peu de regret, que nous y avons passé, ma femme et moi, de bonnes années. J'y ai travaillé, j'y ai rencontré des gens avec qui j'ai pu, ici ou là, pas tous, échanger certaines choses. Avec d'autres, d'ailleurs, je n'ai pas échangé beaucoup avec vous. Nous n'avons pas eu de grandes discussions, de grandes conversations. Mais à chaque fois, nous avons passé un bon moment ensemble sans nous mentir. Et c'est important. Voyez-vous, monsieur, vous avez raison. Je n'ai jamais menti. Je voudrais que vous compreniez que ce que je vais vous dire me tient à cœur. Mais je vous écoute, monsieur Jean-Marie. Eh bien, on a dû vous raconter, d'une façon ou de deux façons, une histoire que j'ai bien connue. Et je suis sûr que ce n'est pas la même façon que moi je vais avoir pour vous la dire. Je m'excuse parce que ce soir je suis vraiment fatigué. Et je ne peux pas m'exprimer comme je voudrais le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin. J'ai plusieurs fois pensé, je savais que vous alliez partir, vous me l'aviez dit. J'ai plusieurs fois pensé que ce serait bon que vous sachiez ce qui est arrivé sur la place de la mairie dans le début du mois d'août. Vous avez entendu cette histoire? Je réfléchissais. Je trouvais deux histoires, mais au mois d'août, non, j'en trouvais une, sans doute à la fin du mois de juin. On m'avait dit, qui m'avait dit, ce n'était pas Marius, que un camion de soldats allemands était passé dans la coue, précédé par une voiture ou deux voitures de miliciens, et qu'il s'était arrêté au monument aux morts, là, juste en face de qui se trouve Maclay, la maison de Maclay, et que Maclay les avait entendus venir, qu'il s'était mis à la porte de sa grange. Les portes des granges s'ouvraient à la coue en deux. On ne pouvait ouvrir, si l'on voulait, de l'intérieur que le haut, ce qui aérait l'hiver un peu, puis on les refermait, et les bêtes ne rentraient pas, les poules, toutes ces bestioles restaient dehors. Et il était là, la demi-porte ouverte, lui appuyé, fumant une cigarette, quand le camion de soldats s'était arrêté au monument aux morts. Les hommes étaient descendus, avaient entouré le camion. Maclay savait qu'il y avait dans les trous, au-dessus du village, des hommes qui étaient cachés. Il savait qu'un peu plus bas, en descendant sur Chalais, à la carrière abandonnée,
il y avait une cabane où continuellement se trouvaient 2 ou 3 hommes qui regardaient de loin la route montant de Teneille à Hauteville et qui surveillaient si ce n'était pas des convois de soldats. Corlier avait brûlé, Breno avait eu 2 maisons brûlées, et les hommes étaient maintenant, on approchait de la fin de l'occupation, tous aux aguets, et le maquis avait créé des tas de sentinelles, de postes d'observation, et circulait d'un village à l'autre les nouvelles. Et Maclay était là. La milice, les 2 voitures s'étaient arrêtées un tout petit peu plus bas, à la hauteur de la maison que Griot allait occuper plus tard. Et tout était fermé, et un homme était venu vers Maclay. S'était approché de lui, il lui avait dit « Où sont les jeunes dans le village ?» Et Maclay avait dit « Mais ils travaillent dans les champs à cette heure-là. » Mais il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il n'y a pas du tout de jeunes en ce moment au village. Non, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et pas du tout de jeunes. Le maire habite. Le maire est à l'autre bout du village, mais il vous dira la même chose que moi. Par la route, on peut rejoindre Chalais. Par la route, vous pouvez rejoindre Chalais, avait dit Maclay, mais c'est une route extrêmement dangereuse et pour un camion comme celui-là, vous ne passerez pas. Les voitures passent, nous on passe avec nos chars, mais je ne crois pas que ça soit bien de descendre par là. Si vous voulez descendre à Chalais, il faut remonter sur Hauteville, et dans la descente entre Hauteville et Tenay, à la hauteur de la maison du poste qui est là, c'est l'arrêt des autocars, il y a une route sur votre droite, vous pouvez la prendre et vous atteindrez Chalais. Ou vous allez jusqu'à Tenay et vous remontez légèrement l'Albarine et vous trouvez Chalais. Mais par la route là, si vous voulez le faire, vous le faites, hein, mais vous verrez, vous n'irez pas loin. Et puis elle n'a pas été entretenue en ce moment, d'autres Indiens. Pas du tout les routes, il y a eu des éboulis, des rochers, des choses comme ça, vous ne passerez pas. L'homme était resté devant Maclay. Il y avait eu, paraît-il, à la fois un long silence, mais le même silence était meublé d'hésitation. Maclay avait fini sa cigarette depuis un bon moment. Il avait un bras appuyé à la partie de la porte qui était restée fermée, et un autre qui pendait le long de son corps. Et le milicien avait fait demi-tour, était remonté dans la voiture, avait indiqué aux soldats de le resuivre, et ils avaient quitté la cour sans descendre par la route qui menait à Chalais. Et ce que Maclay faisait ou avait préparé avec sa main qu'il avait de pendu le long de son corps, c'est qu'il avait un briquet, que ce briquet était prêt à s'allumer, à enflammer une mèche, et au bout de la mèche, à moins d'1 mètre de sa main, il y avait, m'avait-on dit, une énorme provision de dynamite. Je croyais que Jean-Marie allait me parler de Jean Maclay. Et je l'ai laissé avancer. Après tout, il ne connaissait peut-être pas l'histoire de Jean Maclay. J'ai dit à Jean-Marie, non, dites-moi ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a donné une version tout à fait différente de celle que j'avais entendue concernant Billon, Paul Billon, qui aurait reçu une gifle, du mutilé, et qui aurait été vendu à ce moment-là et tenu responsable. Il était le bouc émissaire, c'est lui qui allait payer. Mais l'histoire bifurquait à un endroit. Elle bifurquait, mais au lieu de devenir plus claire que celle que j'avais entendue, elle s'empêtrait. J'ai laissé Jean-Marie aller jusqu'au bout. Dans la version qu'il donnait, c'était que Paul Billon avait été à un moment arrogant, qu'il avait eu dans son arrogance des paroles qui pouvaient laisser croire qu'il était contre le milicien, qu'il n'était pas
À l'époque, tout le monde était pétiniste, monsieur II. Alors qu'il ne l'était pas. Et le milicien aurait réagi. Et Jean Maclay aurait un peu bousculé Paul Billon en disant « il n'y est pour rien ». Vous voyez bien que c'est un malade. Et il est vrai qu'il se serait retourné vers Jean-Pierre Billon, le mutilé. Et à lui, il aurait promis une paire de claques. Et il lui a donné une paire de claques quand nous avons été, débarrassés des occupants. Il l'a fait, je l'ai vu. Mais ce n'est pas la même façon que vous avez entendu l'histoire, vous. Je crois donc qu'on vous a menti et qu'il était bon que, puisque vous allez partir du village, vous connaissiez la vérité. Jean-Marie mentait. J'étais convaincu que Maclay et Griot avaient dit la vérité. Enfin, une vérité qu'ils avaient vécue comme ils l'avaient dite. Et Jean-Marie, c'était une vérité qu'il voulait arranger. Pourquoi m'avait-il dit ça? Est-ce qu'il avait vraiment tellement besoin de me dire? Ou bien avait-il besoin de faire en sorte que je me souvienne moins de Maclay parce que Maclay aurait été menteur? Ça me décevait de la part de Jean-Marie. Ce visage maigre avec ce nez pointu, un peu busqué, tout penché, c'était peut-être l'indice de... Non. Je me relevais. Vous avez bien fait de me dire ça. Je vais m'en aller. Je vais vous serrer la main. Je ne vous dis pas à bientôt parce que je ne sais pas quand je reviendrai. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis ressorti. Dehors, il faisait froid, mais j'étouffais. Je suis passé devant l'abreuvoir, il y avait de l'eau. Une petite pellicule commençait à prendre tout autour. J'ai mis mes mains dedans. Je les ai laissées tremper quelques secondes jusqu'à ce qu'elles se refroidissent bien. Je les ai passées sur mon visage. Ça me soulageait, ça me picotait. J'ai recommencé une fois ou deux. Et je suis sorti de l'abreuvoir. À ce moment-là, j'ai vu, la fromagère était sur la porte de la fromagerie. Elle s'apprêtait sans doute à monter chez elle par l'escalier de pierre. Et elle m'a dit « Bonsoir, monsieur. Vous trouvez qu'il fait chaud? Vous prenez un bain de pied? Non, je prends un petit peu d'eau car j'ai une migraine. » Vous avez une migraine de ce temps-là? Oui, j'ai dû prendre un peu froid. Vous n'étiez pas à l'église? Si, justement. J'étais à l'église et j'ai dû prendre un peu froid et j'ai la tête brusquement brûlante et j'ai une bonne migraine. Eh bien, j'en profite pour vous serrer la main parce que nous n'allons pas nous revoir. Nous partons lundi, vous le savez. Elle m'a serré la main avec beaucoup d'indifférence. Elle avait une sale gueule avec des grosses lèvres, des yeux bleus. Son mari était une lavette. Elle, c'était une motte de beurre gelée, mais quelquefois fondante. « Ah, c'est dommage que vous partiez. Des gens comme vous... » J'avais envie de lui dire salope. J'ai jamais aimé cette femme. J'étais sûr que quand elle pesait, la façon qu'elle avait d'aller très vite lui permettait de prendre un peu moins du lait qui était dans ses seaux. Elle le portait dans ses lèvres. C'était une menteuse. Bonsoir, madame. Eh bien, bonsoir. Et bonsoir à madame. Je ne manquerai pas, bonsoir. Je remontais, je serrais les dents. Je sentais en moi une colère. Je n'aurais pas dû m'arrêter chez Jean-Marie, je n'aurais pas dû foutre mes mains dans l'abreuvoir, et encore moins écouter cette sale bonne femme. Je marchais vraiment presque sur la pointe des pieds. Crainte de rencontrer Fernande qui, sortant pour tirer ses volets